C'était le 15 mai, un samedi, je reçois un SMS comme ça du chanteur du groupe de punk metal de Rennes, Tagada Jones. Nico aimerait le contact de JV. JV, youtubeur spécialisé bière, avec qui j'avais réalisé une vidéo il y a quelques années sur Dropkick Murphys à l'occasion de la Saint-Patrick. Alors, pourquoi j'y vais ? Eh bien parce que les Tagada se sont associés à la brasserie Trimartolode pour sortir une bière blonde qui s'appelle À Feu et une ambrée qui s'appelle À Sang, clin d'œil au nom de leur dernier album sorti fin octobre. C'est quelques minutes après seulement que je reçois un nouveau SMS. Qu'est-ce que tu fais le 26 mai ? Est-ce que ça te dirait d'assister au tournage du Hellfest From Home ? J'hésite. C'est ni un reportage, ni une commande, mais ça signifie qu'il y aura du coup pas d'obligation de vidéo, ni même de regard ou de pression sur le contenu ou le timing de diffusion. Et puis le dernier SMS... Je t'ai réservé une place avec nous au dortoir, ça me ferait vraiment plaisir que tu sois là, et bien ça m'a décidé. Voilà. D'autant que le périple est chargé d'une symbolique qui m'intéresse. Sur le fond d'abord, ça va évidemment être mon premier concert depuis les Pogo Car Crash Control au Trabendo à l'automne, et que je suis content de recroiser. Et puis Covid oblige, ça va être mon premier reportage vidéo en solo. Eh oui, impossible de réunir l'équipe. Bon, j'apprends finalement que le tournage des Pogo est déjà achevé, pas plus que je ne verrai d'autres groupes que je connais très bien. Dommage, tant pis, pas grave. Mais au-delà, la destination elle-même a son importance. Nantes, c'est la ville de mes études, c'est la ville de mes premiers tafs, que ce soit la salle de jeu, place du commerce, dont j'assurais l'intendance les soirs, l'émission de radio, où je recevais chaque semaine les groupes de rock et de métal du coin, que ce soit les Eradicate, La Phase, Qui aime ça, les Caméléons, Triple HD, Ultra Vomit et autres sexy sushi. Et puis surtout, chaque année, il y a mon petit karaoké de chansons paillardes avec la faune ramassée le soir même dans les bars. Mais Nantes, c'est aussi mes premières chroniques dans les magazines locaux, c'est des soirées avec Clone Inc, c'est des open bars à 9€, et puis surtout les interviews des groupes qui passent à l'Olympique, comme par exemple Matmata, qui s'y prendra le soir même un procès pour provocation à l'usage des stupéfiants, ou bien encore Little Rabbits, dont j'écrirai plus tard la biographie avant d'être muté à Lyon, puis Paris. Depuis, et notamment parce que la majorité de mes potes sont originaires et habitent encore le Sud-Loire, c'est-à-dire Clisson, Gorge, Étigné, Saint-Fiacre, Vertou, etc., j'y retourne tous les 2 mois, conscient aussi, et alors vraiment sans nostalgie, que la ville a évolué, qu'elle a grandi. J'y squatte même parfois le camping de Clisson dans l'année, idéalement central pour mes soirées quand l'envie me vient alors de me ressourcer. Car j'ai beau, moi, être un enfant des vieilles charrues, il y a un autre événement avec qui j'ai toujours eu une affinité, c'est le Hellfest, ou plutôt son ancêtre, le Fury. Lors de la première édition en 2002, je croise Ben Barbeau à la radio, persuadé, moi, que l'événement n'arrivera jamais à se pérenniser, point d'ailleurs sur lequel je suis vraiment content de m'être trompé. Mais surtout, en plus d'avoir seulement 6 mois d'écart avec lui, et des potes lui prêtant main forte, j'appartiens à une asso qui organise en parallèle des jeux en réseau de 3 jours dans la même salle. Voilà, d'où ce petit lien indéfectible avec l'événement, où je retrouve chaque année mes potes depuis au camping, et ce malgré que le lancement du Hellfest correspond à mon départ de Nantes. Surprise à l'arrivée sur le site du festival, il n'y a absolument aucun badaud qui est amassé aux grilles, exceptionnellement fermé pour l'occasion. Même les techniciens semblent incroyablement sereins. Tout juste peut-on apercevoir sur le chemin quelques haussements d'épaules d'habitants, loin de s'imaginer, je pense, que le volcan local est proche de l'éruption. La terre gronde pourtant à chaque balance, et les jets de flammes ont repris leur danse depuis le cratère du Champ-Louet, là où les vignes du Muscadet avaient encore cité il y a quelques années. Bon, il y a à peu près 200 personnes qui vont travailler sur le projet. Alors, il y a la Team Hellfest, évidemment, et puis il y a Clac, il y a Arte, il y a Sombrero, côté vidéo. Voilà, c'est un vrai ressac humain qui est étalé sur 20 jours de tournage, montage et démontage compris, qui ne passe pourtant pas inaperçu. Preuve que la ville, aux bientôt 8000 habitants, il s'est habitué, voilà, à ce bal de chevelus tatoués. Et ces cris d'orfraie des fondamentalistes religieux, depuis, ils ont été couverts par ceux de gorge des groupes invités. Au sol, on aperçoit des bidons découpés qui laissent entrevoir le nom des Tagada. C'est la première fois qu'ils vont les utiliser. Clin d'œil, voilà, autant à l'événement qu'aux bidons de l'enfer qui joueront avec eux sur 3 morceaux. Le temps de saluer quelques amis techniciens, on embarque 2 personnes de l'équipe technique pour aller manger. Parce que sur l'initiative du groupe, un repas est organisé à l'ESAT de Gétigné, établissement accueillant des adultes en situation de handicap. Les pensionnaires y pratiquent la création et l'entretien d'espaces verts, le maraîchage biologique
et la restauration. Leurs produits, en particulier leurs chocolats, sont en vente dans une boutique où l'on trouve également les 2 bières des Tagada, décidément. L'occasion aussi pour le groupe d'échanger avec l'équipe encadrante, de réaliser une interview, voilà, comme ça, avec un journal local, d'improviser aussi des dédicaces avec les pensionnaires. Interview beau gosse ici, t'as vu? Et puis du classique, hein, les séances photos, qui leur donnera d'ailleurs l'idée de faire la tournée des points de vente de leur binous pour des meet and greet. Une fois avoir remercié tout le monde, eh bien, nous déposons une partie de l'équipe au bureau du Hellfest à Cugan, où nous dormirons ce soir. Alors moi personnellement je suis pas retourné à la Feuillée, cette ancienne tannerie qui fut aussi le lieu de tournage de l'émission Le Manège Enchanté avant d'être le siège du festival depuis l'incendie en fait de 2016. La femme du chef qui est aussi architecte et qui a aussi ses bureaux, eh bien elle a fait des merveilles en réaménagement, que ce soit les vitraux en passant par les détails du mobilier, la salle des fêtes, les différentes terrasses, etc. On n'a pas tous la chance de travailler dans des lieux aussi beaux que chargés d'histoire au pluriel. Une partie de l'équipe des Tagada choisit de faire une sieste. L'autre joue avec l'incroyable matériel prêté par des marques dans la salle de répétition qui, alors, pour le coup, hélas, juxtapose le dortoir situé au dernier étage. Et oui, tant pis pour ceux qui voulaient faire une sieste. Nico, lui, eh bien, m'embarque pour retourner sur le site du festival. No One is Innocent est en pleine balance. L'occasion pour moi de saluer le groupe. Hein. Et alors ça tombe bien parce que moi j'ai toujours apprécié le chanteur de No One, Kemar. Pas seulement parce qu'à Paris on habite à quelques rues d'écart, non, j'aime cette colère intérieure non feinte qui le rend éternellement sincère. Et puis son histoire, le langage lisible de ce corps sec de boxeur, toujours prêt à l'action. C'est une des raisons pour lesquelles son interview, réalisée sur la chaîne, est la plus longue. Voilà. Il faut pouvoir lire dans les yeux de Kemar l'émotion avec laquelle il évoque le génocide arménien ou même sa découverte de Rage Against the Machine pour comprendre qu'il ne triche pas, il triche jamais. Mais attention, la visite du chanteur de Tagada, c'est pas seulement amical. Hein. Nico doit justement clôturer le show de No One par le duo What the Fuck. Présent sur le précédent album, et ce même si le départ de Trump rend désormais un peu anachronique les paroles. Donc là je suis en train de m'équiper juste avant la performance et avec mon équipe technique. Voilà, merci les gars. Merci. 2 ans après l'interprétation du même morceau sur la main stage du festival, c'est vrai qu'une petite répétition est recommandée pour laisser parler la mémoire du corps. Et en parlant de corps, je peux vous dire que pour avoir assisté franchement à leur résidence scénique à Grenoble en 2018, pour préparer la précédente tournée, qui a été d'ailleurs clôturée juste avant la pandémie, je vous jure que No One, c'est vraiment un groupe qui a beaucoup réfléchi à sa scénographie, à sa façon de s'habiller, à accorder de la lumière, à chacun, à travailler ses breaks, ses montées, et surtout à faire corps, autour de la batterie. Franchement, c'est pas étonnant que le groupe avait, selon moi, le meilleur show rock en 2019. La publication des photos est logiquement interdite, pour pas dévoiler la scène avant la mise en ligne fin juin. Et surtout, on doit rester à distance. Rester à distance pour ne pas être filmé par les drones. Parce qu'il y a plusieurs drones, du coup, dans le ciel et qui captent comme ça, tout le site. Dommage d'ailleurs que le concert se réalise en plein jour, malgré ce ciel un peu menaçant. Je trouve que le Light on No One fait habituellement des merveilles. Mais finalement, ce sera pas gênant. La prestation, je trouve, de No One est bluffante. En plus de dévoiler de nouveaux morceaux, le groupe trompe l'absence de public en resserrant les rangs. Voilà. Si le vide ne permet pas de mesurer ses coups, les petites tapes sur l'épaule, les regards, tout ça, ça ne trompe pas. On assiste à un vrai moment d'authenticité, avec ses manques de souffle, avec ses visages déformés par la fatigue. On est dans le vrai, L'envie de jouer est palpable et ne se soucie pas des caméras. On retourne ensuite au bureau du Hellfest,
Sur le chemin, voilà, je parle avec Nico du prochain clip des Tagada, qui sera les 4 éléments. La vidéo risque d'être assez conceptuelle. À un moment, c'est plein de détritus, elle ramasse le bidon, paf, et fait pochette. Et là, c'est le moment où nous, on la retrouve. Et en fait, dans son cheminement, elle aura perdu son nounours. Nous, on le rattrape et on lui redonne son nounours. Ce qui est généralement, moi, ma préférence. Je trouve qu'on retient davantage les clips avec un parti pris ou une narration, comme ceux, par exemple, de Fatboy Slim, de Daft Punk, de Woodkid, etc. À notre arrivée, l'équipe est réveillée, reposée, pour ceux qui ont pu faire la sieste malgré les répétitions des autres. Bref, on enchaîne quelques cafés. Ça papote, Nico montre les premières images de No One à l'équipe. Les Tagada, en les observant sur écran, eh bien, ils décident, alors sans se forcer, eh bien d'un contre-pied. Eh oui, en faisant, eux, davantage face à la foule, en voulant s'adresser directement aux spectateurs, et puis en occupant davantage l'espace scénique. Le régisseur, lui, est en train de noter la setlist pour tout le monde. Stéphane répète quelques enchaînements. Nico change ses cordes. Et puis VX du groupe Punish Yourself, venu exhumer un vieux morceau des Tagada sur scène, il raconte comment lors d'un concert au Hellfest, il s'est brisé 6 côtes en atterrissant sur la barrière de sécurité, sur le bord de la scène. Et puis comment il a malgré tout clôturé ses morceaux, voilà, chapeau. Je me demande si on regarde la même structure sur Nation, je dis On va essayer. On va essayer autant que possible. Puis c'est l'heure de rejoindre à nouveau le site du festival. À l'exception du guitariste qui préfère, lui, continuer à s'entraîner, tous sont impatients d'y aller. Mais pour l'heure, il est surtout temps d'aller reprendre des forces au catering du VIP, avec un bon rougail saucisse, histoire de bien plâtrer, et puis ça permet d'échanger avec l'équipe du festival sur les précédentes prestations enregistrées. Une fois passée la digestion, c'est l'heure enfin d'appréhender la scène, alors que le ciel commence à s'assombrir. Eh oui, l'heure n'est plus à la détente, chacun se concentre sur sa partie. L'attente est interminable malgré l'ambiance détendue. Mais pour l'heure, c'est au tour du groupe espagnol de thrash Cry6, qui partage l'espace artiste avec les Tagada, de se lancer. Et vous savez quoi ? Leur bonne humeur, elle est communicative. Voilà, c'est plein de sourires. Ben Barbeau, d'ailleurs, nous rejoint à l'occasion pour assister à la retransmission en direct. Mais juste avant la montée sur scène des Tagada, c'est l'ultime heure des interviews pour le best-of du festival. Ça y est, on y va, c'est l'heure, enfin, des balances. Pendant ce temps-là, les bidons de l'enfer, ils sont débarqués en nombre. Je crois que la pression, c'est plutôt eux qui l'ont. D'autant qu'ils devront, entre chaque morceau, courir entre la scène et la loge. Alors, pour vous expliquer, la loge, elle est située quand même du côté de la grande roue. Pour ne pas être dans le champ de caméra. Et puis, enfin, voilà, ça, ce sont les essais lumière. Le concert des Tagada, il doit commencer vers à peu près 1h du matin. Les retours ne permettent hélas pas d'apprécier toute l'ampleur du son. On n'entend pas par exemple la guitare du chanteur, tiens d'ailleurs dont la fille est présente, mais le grain à porter la vidéo, ça va rendre l'image très très belle, vraiment. Quant au nouveau morceau du groupe, issu de l'album, je vous disais, qui est sorti fin octobre, il s'intègre parfaitement à l'ensemble de la setlist. Ouf. Moi je trouve la première partie du concert peut-être un peu trop encore automatique, et ce malgré les répétitions au Jardin de Verre de Cholet quelques jours avant, lieu d'autant plus symbolique que le sonorisateur du groupe, aujourd'hui malheureusement disparu, y avait réalisé ses premières armes. Quant au bidon de l'enfer, moi je trouve que si la dimension visuelle est un vrai plus, ça y a absolument aucun souci, l'apport mélodique est peut-être encore un peu superflu. Moi je trouve que la troupe appuie surtout la rythmique plutôt qu'en perturber la narration.
Mais alors c'est vraiment dans la deuxième partie de l'enregistrement que l'exercice prend enfin ses aises, moi je trouve. Malgré l'absence de plans rapprochés, de Job le batteur, eh bien je trouve que les trajets ils sont fluides, avec de nombreux regards caméra, en particulier Warner le bassiste. Nico sourit, voilà, il y a un échange, et puis il y a eu surtout une grosse explosion de rire des techniciens quand Nico s'est écrié « On espère que ce soir, pour ce final, vous allez faire voler les coussins de vos canapés !» Ah bah je trouve que moins punk tu meurs, hein, voilà. L'équipe technique charrie à distance en imaginant de futurs t-shirts avec la citation. Débriefing en sortie de scène. Steph, le guitariste, en veut par exemple d'avoir raté un enchaînement malgré son entraînement. VX, lui, il s'est pas du tout aimé à l'image, alors que moi j'ai trouvé qu'il était très bon, au contraire. Et puis Nico regarde l'intégralité du set avec l'équipe technique pour déterminer voilà, les éventuelles retouches sur le son qu'il faudra faire avant diffusion. Il doit être 3h30 du matin, je pense, à peu près, quand eh bien, toute la troupe décide de rejoindre le bar des bureaux du Hellfest, cette fameuse salle des fêtes incroyable. L'ambiance, vous vous doutez bien, est assez enthousiaste. Sur place, d'ailleurs, on découvre que le batteur de Nouen et puis Poppy, le deuxième guitariste, ne se sont finalement pas couchés. Hein. Ils ont même profité de la piscine chauffée de la Feuillée. Nico et Warner, eux, jouent au baby-foot. La soirée voilà, va se poursuivre jusqu'à 11h du matin sur la terrasse la plus haute du bâtiment. Seulement quelques heures plus tard, eh bien tout le monde se retrouve comme ça, au petit déjeuner. C'est l'heure des au revoir. L'équipe est impatiente de se retrouver au Pont du Rock, et oui, parce que dans ce festival, il y aura un set inédit. Un set inédit réalisé avec Ultra Vomit et No One, avec des petits accents orientaux, etc. D'ailleurs, set qu'ils avaient proposé également au Vieille Charrue. Et puis la future tournée des Tagada, eh bien, elle risque d'avoir son petit lot de surprises. Parce qu'en attendant de pouvoir retourner à l'étranger, je pense par exemple aux États-Unis, qui avait un voyage évidemment avorté par la pandémie, eh bien la team, elle a contacté des musiciens, voilà, reprenant leurs titres sur YouTube pour les inviter sur certaines dates. Et ouais, surprise. Le tout en parallèle du futur lancement du Big Four, du rock en français, avec No One, avec Ultra Vomit et Massisteria, voilà, pour une tournée des Zéniths qui, je pense, devrait faire date. Mais au-delà du Hellfest From Home, dont d'ailleurs je conseille les lives de Pogo Car Crash Control, de Karas, de Seven Weeks, voire même de Hangsman Cher, eh bien on retiendra surtout le besoin sans cesse de se renouveler de ce festival pour exister. Pourtant, leader, un statut qui implique trop souvent de ne plus se questionner. Non, cet événement continue, au contraire, et sans doute en raison du genre musical proposé, eh bien d'agir en outsider. Pour preuve, cette carte interactive qui a nécessité quand même 800 heures. 800 heures de développement, et puis aussi une dizaine de serveurs pour l'héberger. Une carte dans laquelle il y a un papillonné virtuellement, voilà comme ça, entre les lives, les animations partenaires, les tutos cuisine décalés. Je trouve que c'est du jamais vu, hein, parmi les gros festivals français, et puis surtout une belle récompense, post-diffusion, avec quand même 1 million de vues au global. Alors évidemment, l'annonce concomitante de 4 jours supplémentaires en 2022, déjà surnommée l'affiche du siècle, avec près de 350 artistes sur 6 scènes, en plus de cette édition 2020 qui est reportée sur le week-end précédent, et tout ça, moi je trouve que ça atteste autant de la reprise du secteur que la réhabilitation de musique amplifiée que certains voyaient enterrer. Restera à questionner, face à une concordance des temps impossibles à renouveler, et puis bien sûr une scène vieillissante, hein, c'est pour ça que la programmation s'est ouverte ces dernières années. Est-ce que l'édition 2023 n'apparaîtra pas comme un doublon un peu en deçà ? Bon, on va bouder notre plaisir pour l'assaut, hein, je crois que ce sera pas le premier défi à relever. Ces 24 heures furent en tout cas une véritable bouffée d'air après une année de dizaines de concerts, d'articles et de vidéos. Ce Hellfest From Home n'aura, en tout cas pour moi, jamais aussi bien porté son nom. De quoi même, après ce séjour, préparer enfin mon retour dans quelques mois. Nantes, me revoilà.